45 minutes après 19h, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous, le journal. La drogue saisie entre le 26 et le 30 juin au port autonome de Dakar, réduite en cendres ce matin. La quantité incinérée est estimée à plus de 250 milliards de francs CFA. Hépatite B, le taux de prévalence connaît une baisse de 1999 à 2019. Il passe de 17 à 9%. Les chiffres du programme national de lutte contre les hépatites communiqués en prélude à la journée mondiale de lutte contre l'hépatite célébrée demain dimanche. Demain, dimanche également, est prévu le choc royal. C'est pour parler de la lutte, revanche ou confirmation entre Eumeu Sène et Modulo. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Je vous l'annonçais dans les titres, la drogue saisie il y a quelques semaines au port autonome de Dakar et à Gouloumbou, c'est dans la région de Tambacounda, a été incinérée ce matin par la douane sénégalaise. La cargaison de plus d'une tonne est estimée à plus de 250 milliards de francs CFA. Les précisions de Chersal. Dans le four, 1107 kg de cocaïne. Cette incinération fait suite à la saisine importante opéré par la douane entre le port autonome de Dakar et Gouloumbou à Tambacounda. 1110 kg de drogue dure. C'est 3 prises au total donc, qui ont donné ce résultat particulièrement important. Il y a un peu plus de 2 mois à Gouloumbou, c'est déjà 72 kg de cocaïne qui ont été saisis. À peine 2 mois après, une deuxième prise de 240 kg de cocaïne, suivi bien sûr donc, de la saisie la plus importante, 798 kg de cocaïne, ce qui fait au total pour lesquels bien sûr donc, les 1107 ont été incinérés aujourd'hui. Estimé à plus de 250 milliards de francs CFA, notre économie a frôlé le précipice. La drogue, vous savez qu'un seul gramme de cocaïne ne vaut pas moins de 80 000 francs CFA. Donc voilà, vous multipliez vous-même donc le chiffre par rapport à ce qui a été saisi. C'est plus de 88 milliards donc, pour la drogue, la cocaïne. Ensuite, on a aussi les 2 bateaux qui ont été saisis, donc qui tourneraient à peu près autour de 160 milliards de francs CFA, en moins de 80 milliards par bateau. Bien sûr, il y a aussi des véhicules, je crois qu'une centaine de véhicules à peu près, donc, qui tourneraient autour de 700 millions à peu près. Donc vous faites le total de tout ça, vous vous rendez compte quand même que la saisie est particulièrement importante. À presque 1000 degrés Celsius, dans des fours industriels, le ministre garantit la destruction du produit. On avait l'habitude quand même de procéder à des incinérations par le feu. On l'a toujours vécu au niveau des mamelles, mais ça nous prenait déjà beaucoup de temps. Et puis il y avait des risques de résidus. On ne sait jamais, si c'est un feu, il peut couver à un moment donné, il y a des risques quand même qu'il y ait des restes quelque part. Mais aujourd'hui, avec cette technologie, écoutez, quand même, c'est cette drogue qui est incinérée à plus de 1600 degrés. Donc, c'est dire qu'il n'y a presque pas de chance, en tout cas, qu'il puisse y avoir des résidus à ce niveau. Les 3 kilos restants sont gardés par la police nationale pour poursuivre l'enquête. Pendant ce temps, la douane sénégalaise est citée en héros et félicitée par les autorités. Et nous parlons santé dans cette édition avec la lutte contre l'hépatite B de 17% en 1999. Le taux de prévalence est estimé aujourd'hui à 9%. Des chiffres du programme national de lutte contre les hépatites. Les membres ont fait face à la presse ce matin, ce en prélude à la journée mondiale de lutte contre l'hépatite célébrée demain. Le compte-rendu de Amogo Robertien. La riposte menée contre l'hépatite B a porté ses fruits. Lancée en 1999, elle aboutit aujourd'hui à la baisse du taux de prévalence de la maladie qui passe de 17 à 9%. Quand on regarde les résultats, après 20 ans de vaccination, on se rend compte qu'en 1999, quand on démarrait le programme, 17% de la population sénégalaise était porteuse du virus de l'hépatite B. 17%. En 2019, cette prévalence est passée de 17% à 9%. Je ne sais pas si les gens peuvent apprécier une diminution de la prévalence de 17 à 9. C'est énorme.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, 2 milliards de personnes sont infectées par le virus. Au Sénégal, l'on note également une diminution de la prévalence chez la population infantile. La prévalence de l'infection de l'hépatite B était à 65%. Après 20 ans de vaccination, aujourd'hui nous sommes à 3%. C'est très clair, ça veut dire que la chronicité va diminuer parce que plus on est infecté jeune, plus le risque de devenir un porteur chronique est élevé. Donc en passant de 65% à 3% dans la population infantile, la chaîne de transmission va être largement interrompue. De manque de médicaments dans le passé, la communication n'était pas au cœur de la lutte. Il n'était pas éthique de demander aux gens d'aller se faire dépister et de ne rien leur offrir après. On ne peut pas alerter tout le monde et puis leur dire allez vous faire dépister. Une fois dépistés, il ne se passe rien du tout parce que nous n'avons pas les médicaments pour les prendre en charge. Donc, nous étions obligés de travailler, mais réellement de ne pas communiquer l'argamanie par rapport aux populations. Aujourd'hui, avec la disponibilité des médicaments anti-hépatite B à un coût subventionné par l'État, une place importante sera réservée à la sensibilisation du public. Objectif, une bonne mise en œuvre du plan stratégique 2019-2023. Ouverture ce matin de la première édition du Salon du sport et de la santé, une initiative de l'association Dr Nakamo, une organisation à but non lucratif qui œuvre dans la prévention des maladies non transmissibles au niveau communautaire. En conférence, les acteurs ont évoqué les mécanismes de prévention de ces maladies qui constituent selon eux la première cause de mortalité dans le monde. On fait le point avec Babacar Touré. Les maladies non transmissibles, encore appelées maladies chroniques, tuent chaque année 41 millions de personnes selon l'Organisation mondiale de la santé, ce qui représente 71% des décès dans le monde. Dans les pays sous-développés comme le Sénégal, la prévalence des affections augmente tous les ans. Il s'agit des maladies cardiovasculaires, pulmonaires chroniques, des cancers et du diabète. Ces tueuses silencieuses, comme les appellent les spécialistes, peuvent être combattues par la prévention. Un moyen qui repose, selon les acteurs de la santé, sur le changement des comportements. Cela à plusieurs niveaux. La première mesure en termes d'hygiène alimentaire. Aujourd'hui, on sait que le Sénégalais consomme beaucoup de sel. Nous consommons en moyenne plus de 30 grammes de sel par jour. Au moment où les recommandations nous disent qu'il faut 3 grammes de sel par jour, vous imaginez. Et malgré cette quantité, nous continuons à mettre des bouillons dans notre plat. Donc vous voyez, le problème n'est pas seulement les bouillons. Le problème, c'est que nous consommons de base beaucoup trop de sel. J'en viens au diabète. Notre consommation de sucre, et on sait l'impact que ça a fait. L'autre consommation d'huile. La famille sénégalaise consomme trop d'huile dans son alimentation. Mais ça, on peut le réduire. Et rien qu'avec ces 3 mesures, vous faites reculer les maladies chroniques non transmissibles de moitié dans nos populations. Aussi, la sédentarité doit être combattue. Alors, pour toutes ces pathologies, la prévention repose essentiellement sur le fait de pratiquer régulièrement des activités physiques. Ce qui est recommandé par l'OMS, c'est que l'activité physique, on doit faire au moins 30 minutes d'activité physique modérée. Quand je parle d'activité physique modérée, c'est la marche avec de bons pas. C'est le fait de faire bouger et de sentir que sa respiration ou bien son rythme cardiaque augmente. Donc c'est ça qu'on appelle activité physique d'intensité modérée. Pour les panélistes, le curatif ne peut pas résoudre le problème des maladies chroniques. Ils ont tous misé sur la prévention. Au-delà, ils incitent les populations à intégrer la pratique régulière du dépistage. Ces pathologies engendrent des coûts énormes qui pourraient peser sur nos économies. C'est pour cela que les spécialistes ont plaidé en la faveur d'une concrétisation des actions de sensibilisation dans le cadre de plans stratégiques de l'État. Babacar Touré, direction le nord du Sénégal, dans le Gandiol, plus précisément à Mumbai. Après plusieurs décennies sans eau, la population a désormais accès aux liquides précieux, et ce, grâce à un projet de la SONES. Correspondance Momar Alisnia.
L'eau potable est désormais disponible à Mumbai, une localité située à une trentaine de kilomètres de Saint-Louis, dans la commune rurale de Gandiol. Ici, les populations qui depuis des décennies vivaient dans le calvaire ne cachent guère leur soulagement et leur joie. C'est vraiment un soulagement pour nous. On fournissait beaucoup d'efforts pour avoir de l'eau, des allers-retours à ne plus finir. Mais aujourd'hui, je suis vraiment aux anges. L'accès à une eau potable devient simple. Cet accès à l'eau a été facilité par le château d'eau d'une capacité de 800 mètres cubes installé à Ndioksal dans le cadre du programme de renforcement de l'alimentation en eau potable dont le coût global est de 2,5 milliards de francs CFA. Ce travail va être poursuivi afin que l'ensemble des sites concernés par ce projet puissent bénéficier quand même de ce confort, ce qui est une révolution. Ici à Gandiol, nous allons également travailler avec la SDE qui est notre exploitant sur les voies et moyens de viabiliser ou en tout cas de pérenniser tout ce dispositif-là. Le château d'eau de Ndioksal permettra, selon les techniciens, d'assurer une distribution correcte en eau potable pour les zones de Pal, Rao, Gandang et toute la zone du Gandiolais. À présent, nous nous rendons à Pout, commune située dans le département de Thiès. Sur place, les cochers jouent un rôle important dans l'économie de la localité. Seulement, ils déplorent la cherté de l'aliment de bétail et les routes qui sont impraticables. Soda Diakoumpa. À la place publique de Pout se trouve la gare des Calèches. Ce moyen de transport, moyen enjeu, est encore une réalité dans la localité. Un moyen de transport qui non seulement nourrit ses conducteurs, mais est très prisé par les populations. Pour moi, il y a beaucoup plus de sécurité avec les calèches. Ils ne sont pas pressés, ils roulent doucement. Je viens de Yen pour exercer mon commerce. Je préfère les calèches pour faire mes courses, mais mon souhait est que la route soit goudronnée pour plus de confort. 5 ans après ses débuts, Mam Tcherno, la quarantaine, n'arrive toujours pas à épargner. Les différentes sollicitations familiales sont passées par là. C'était pas facile d'épargner durant ces 5 ans. Des fois, la famille t'appelle pour te solliciter. Je suis de Touba et j'y vais souvent pour assister à des cérémonies familiales. 6 000 francs, tel est le revenu quotidien de cette activité auquel il faut défalquer 2 750 francs pour la ration alimentaire du cheval. Le cheval mange par jour 2 750 francs. Vous voyez, c'est trop. Avec ce rythme, ce n'est pas possible de se reposer. L'aliment de bétail coûte cher. Après les dépenses, il te reste à peine de quoi te nourrir. Souvent, tu as 1500 ou 2000 francs CFA. Ça dépend aussi de la période. En début de mois, on se remplit les poches. Et sachez que si le mois est creux, on ne gagne plus beaucoup d'argent. Originaire de Kébémer, Alioune Badara vit à Pout depuis 20 ans. Lui est préoccupé par l'état désastreux de la route principale. La route se trouve dans un état de délabrement avancé. Vraiment, nous souhaitons de l'aide de la part de tout le monde. La calèche, un moyen de transport qui joue un rôle important dans l'économie de la commune de Pout. Une taxe de 2000 francs mensuels leur est imposée par la municipalité. Les cochers de Pout résistent à l'appel de la modernité et sont soutenus par des populations peu enclines au changement. Et l'on parle de sécurité à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, chez les vendeurs de cheveux naturels. Entre vidéosurveillance, alarme ou encore gardiennage, on ne lésine pas sur les moyens pour assurer la sécurité de la marchandise. Cheikh Hassan Fall. Ils sont très prisés durant les périodes de fête au Sénégal.
Les cheveux naturels sont aussi une cible privilégiée des voleurs. Trouvée dans son salon, cette coiffeuse mise sur la méthode traditionnelle pour mettre à l'abri ses biens. Nous, dans notre salon, nous prenons soin de bien garder les cheveux naturels, de les mettre dans des endroits inaccessibles. Comme ça, on n'a pas de mauvaises surprises. Ces commerçants du marché HLM investissent beaucoup plus dans la sécurité grâce à la technologie. Nous avons des caméras de surveillance, mais aussi des jeunes garçons qui nous appuient dans la surveillance en faisant des rondes près de la boutique. Nous avons différents types de vidéos de surveillance. Pour certains, il faut visionner pour voir les cas de vol, mais pour d'autres, le système sonne dès qu'une personne tente de sortir de la boutique avec un produit non payé et nous pourrons le récupérer. Malgré son dispositif sécuritaire, Moussa John continue de faire confiance à sa clientèle. Nous avons des clients assez spéciaux et j'ai grandement confiance en eux. Je n'ai jamais été victime de vol. Je n'ai vu des cas de vol que via des vidéos partagées. Raide, ondulé, frisé, semi-ondulé, closure ou frontale, les prix de ces cheveux peuvent aller jusqu'à 200 000 francs et les commerçants ne comptent pas se faire piller sans rien faire. Cher Hassan Fall, allons faire un tour au marché Koloban, un marché de vêtements de seconde main très connu et très prisé. Martha Nguer. Ils font partie du décor de Koloban, les vendeurs de pantalons en fripe. Chaque jour, c'est en face de ce rond-point Koloban qu'ils passent la journée. J'ai commencé le travail en 2016. Puisque l'État ne veut pas donner du travail à tout le monde, j'ai créé mon propre emploi. Depuis lors, c'est ici que je vends des pantalons. Avec la fête de la Tabaski qui se dessine à l'horizon, ils sont de plus en plus sollicités. Avec la fête de la Tabaski, les clients viennent à Mons. Certains d'entre eux ont quitté des métiers pour venir vendre des pantalons. J'étais apprenti car j'ai quitté ce métier pour venir vendre des pantalons. C'est un travail noble et je le fais parce qu'un homme ne doit pas croiser les bras et attendre tout de ses parents ou encore s'adonner au banditisme. Vendre des pantalons en fripe à vil prix, un métier en vogue. Le seul hic, leur métier est menacé car souvent c'est sur la voie publique qu'ils s'installent. Actualité internationale à présent, les Tunisiens ont rendu un dernier hommage ce samedi à leur président. Les funérailles de Béji Caïb Essebsi ont débuté en fin de matinée au palais présidentiel de Carthage et en présence de plusieurs dirigeants internationaux, dont le président français Emmanuel Macron, le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah. Béji Caïb Essebsi était le premier président démocratiquement élu en Tunisie. Et puis Nigeria, 10 ans après son apparition, on parle du mode opératoire de Boko Haram. Outre le Nigeria, dont il est originaire, ces offensives se prolongent au carrefour du Niger, du Tchad et du Cameroun. À l'origine de nombreux raids et attentats suicides, Boko Haram a longtemps utilisé les kidnappings de masse comme mode de recrutement. Depuis 2010-2009, l'insurrection a fait au moins 27 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Du sport à présent, nous parlons de la lutte, notre sport national, avec le choc royal Eumeu Modulo, revanche ou confirmation. Isidore Obumbikabou. Un combat royal ou un combat de revanche, cela dépend de Modulo et de Eumeu. Ces deux ténors de l'arène s'affrontent pour la deuxième fois avec des objectifs différents de celui de la première confrontation du 31 janvier 2014. Oui, le 31 janvier 2014, le Roc des Parcelles prenait le dessus sur le leader de la génération Taïchingue dans un combat pas aussi déterminant que celui de ce dimanche.
5 ans après leur duel dans le cercle des VIP, les enjeux sont multiples aujourd'hui et l'un comme pour l'autre, une défaite serait fatale. Eumeu Sène a progressé entre-temps et devient le 27 juillet 2018 le nouveau roi des arènes après sa victoire sur Bombardier, détonateur d'alors de la prestigieuse couronne. Deux confrontations, deux situations différentes. Si Eumeu Sène sent l'obligation de battre Modou Lô pour se venger du Rock, le leader du Rock Énergie se voit motivé par la couronne, le roi des arènes mis en jeu. Ce dimanche 28 juillet, le combat promet et les deux lutteurs ont déjà ouvert les hostilités. Oui, les supporters ont raison de vouloir la couronne. Moi, je le désire plus actuellement parce que je ne suis plus novice dans l'arène. Le jour J n'est plus loin. On va le battre comme d'habitude et prendre la couronne, Inch'Allah, confie Modou Lô lors de son open press. Et dans l'autre côté de la banlieue, le chef de file de Tai Shinge livre son message. Je ne prends pas vraiment en considération mon titre de roi des arènes, mais de revanchard seulement, parce que je dois laver cet affront. Ce combat, c'est pour la population de Pékin et je leur dois cette victoire. Un combat de revanche ou de couronne, le verdict dans quelques heures. Un combat que vous pourriez suivre via pay-per-view, un système qui a souvent des manquements selon les amateurs. Et c'est le moment de poser ces questions. Qu'est-ce que le pay-per-view et d'où vient-il? Élément de réponse avec Omar Khan. Pay-per-view en anglais, payer pour voir en français. C'est la nouvelle trouvaille des promoteurs de lutte pour rentabiliser les combats qu'ils organisent. Un concept importé des États-Unis qui marche avec une plateforme ou par un canal. Le système de pay-per-view, c'est le paiement à la demande. C'est-à-dire ça a été mis en place aux États-Unis. C'est tout simplement un système qui est mis en place pour permettre à des utilisateurs de suivre un programme spécifique. Par exemple, aux États-Unis, lorsqu'il y a des nouveaux épisodes d'une série qui passe, alors si les utilisateurs n'ont pas la possibilité d'avoir le décodeur en tant que tel, ils peuvent juste payer pour regarder la série. Donc c'est ce qu'on appelle un peu payer à la demande en fait. On paye ce que l'on regarde. Très souvent c'est par le câble, via ceux qui fournissent un peu les chaînes de télé telles que Canal+, etc. Donc en fait ça a débuté avec eux. Mais aujourd'hui, on voit que ça a évolué vers les plateformes web. Donc on voit de plus en plus de personnes qui utilisent les plateformes web pour émettre une émission, un événement sportif et ensuite faire payer les utilisateurs pour suivre juste cet événement-là. Si c'est sur une plateforme, via Internet, via une bande passante, donc elle se connecte, il faut d'abord qu'elle ait Internet et c'est via Internet voilà, qu'elle arrive à recevoir le flux d'images. Si les promoteurs se frottent bien les mains avec le pay-per-view, le concept ne convainc toujours pas la majorité des amateurs de lutte. C'est impact parce que c'est comme nous sommes au SAT ou bien si c'est comme aussi qu'on regarde la télévision parce qu'on a bien regardé. Ah, pour moi, oui. Pour d'autres c'est favorable, mais par contre d'autres non, c'est pas du tout favorable quoi. Parce qu'il y a d'autres ils n'ont pas les moyens voilà, pour acheter les codes pour regarder. Donc de ce fait, je crois qu'il y a des inconvénients. L'image ne venait pas normalement quoi. Déjà il y a des gens qui achètent ça et qui ne peuvent pas l'utiliser, d'autres qui ont des problèmes pour l'acheter. Les lieux de vente là devaient être plus élargis quoi. Et trouver des éléments qui expliqueraient mieux l'utilité des pay-per-view. Des manquements techniques et blocages sont souvent constatés. La faille est à chercher dans le flux de connexion, le faible débit de l'Internet et le partage de codes. Techniquement, les blocages, alors c'est dû à plusieurs facteurs. Comme je viens de le dire, il y a un premier facteur qui peut être plusieurs connexions, c'est-à-dire une personne avec un seul code, par exemple le partage à son frère, à son ami, à son cousin, etc. etc. Ou bien la plateforme en tant que telle. Le flux vidéo peut être repris et diffusé ailleurs, donc ça fait que beaucoup de personnes ne pourront pas se connecter. Par exemple, lors d'un match de combat, je ne sais plus lequel il y avait, c'était sous pay-per-view, mais le flux a été récupéré et retransmis sur YouTube.
Donc les gens pouvaient le suivre facilement et gratuitement sur YouTube. Si je prends le cas du Sénégal, c'est l'expérience client. L'expérience client, c'est-à-dire, c'est pas très... En tout cas, c'est pas bien un client qui a acheté un code et qui n'est pas en mesure de voir son combat. Donc c'est cette expérience-là, c'est-à-dire mettre en place des dispositions pour que quoi qu'il puisse arriver, que le client puisse... Et le système est un peu trop compliqué aussi. C'est-à-dire acheter le code ensuite. Certes, il y a des tutoriaux, ils font passer des formations, etc. Mais le processus est quand même un peu compliqué. Il faut acheter une carte, après mettre la carte, aller dans le site. Donc, plus l'aspect client est facile, c'est-à-dire voilà, le client arrive facilement à accéder à ça, mieux c'est. Mais quand ça devient technique, ça devient très compliqué pour le client. Les manquements techniques continuent de soulever l'ire des amateurs après chaque combat, depuis l'avènement du pay-per-view. Pourtant, le concept génère des ressources financières importantes. Lors du combat Balla Gaye Modou Lo, le pay-per-view a généré 300 millions de francs CFA en termes de recettes. Ce dimanche, Modou Lo fera face à Eumeu Sène et ce sera du pay-per-view. Omar Kane, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.